Bonjour, chapitre 5, cinématique et dynamique newtonienne, deuxième partie. Pour représenter l'accélération du système en chaque instant, nous allons définir le vecteur accélération. Le vecteur accélération est noté vecteur A minuscule. Il sera égal à la variation du vecteur vitesse par unité de temps. Graphiquement, nous allons être amenés alors à regarder comment varie le vecteur vitesse entre la position précédente et la position suivante sur une chronophotographie. Et puis nous allons diviser ça par la durée de cette variation. Ce qui signifie que nous allons donc tracer le vecteur variation de vitesse delta V que nous diviserons par la durée de cette variation. Je vous invite à retourner sur le site que vous avez consulté déjà pour aller revoir la méthode de détermination graphique de ce vecteur accélération. D'autre part, on pourra déterminer ce vecteur accélération par le calcul et alors on se placera sur la plus petite durée possible, ce qui revient à déterminer la limite de delta V sur delta t lorsque delta t tend vers 0, ce qui va correspondre à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Vous savez que concrètement, dériver un vecteur, ça revient de façon analytique à dériver ses coordonnées. Donc les coordonnées du vecteur accélération seront notées AX, AY et AZ, et la coordonnée AX du vecteur accélération sera donc égale à la dérivée de la coordonnée du vecteur vitesse suivant l'axe X, ce qui va se noter dvx sur dt. De la même façon, la coordonnée AY du vecteur accélération sera notée dvy sur dt, et la coordonnée AZ du vecteur accélération sera la dérivée de la coordonnée Vz par rapport au temps. Or, je vous rappelle que la coordonnée Vx est déjà la dérivée de la coordonnée x du vecteur position. Ce qui voudra dire que pour avoir la coordonnée ax, on peut également dériver deux fois la coordonnée x du vecteur position. Donc on notera ça, d2x sur dt2 pour dérivée seconde de x par rapport au temps. De la même façon, la coordonnée AY sera égale à d2y sur dt2 et la coordonnée AZ sera égale à d2z sur dt2. On pourra alors dire que le vecteur accélération est la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. Ce qui va s'écrire vecteur A égale d2 vecteur OM sur dt2. Maintenant que nous avons défini le vecteur vitesse et le vecteur accélération, nous allons les utiliser pour qualifier différents types de mouvements. Le mouvement rectiligne uniforme tout d'abord. Il s'agit d'un mouvement où la trajectoire est une droite et la vitesse est constante. Eh bien, il nous suffira de dire que le vecteur vitesse est un vecteur constant pour parler de mouvement rectiligne uniforme. Pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré, il s'agit d'un mouvement où la trajectoire est une droite et l'accélération est une constante. Eh bien, il nous suffira de dire que le vecteur accélération est un vecteur constant. Et puis enfin, en ce qui concerne le mouvement circulaire uniforme, la trajectoire est un cercle, la vitesse est constante, mais attention, le vecteur vitesse n'est pas constant puisque sa direction change en permanence, donc le vecteur accélération n'est pas nul. Je vous invite à regarder votre TP9, on avait conclu que le vecteur accélération était radial et centripète, et d'autre part que sa norme était égale au rapport du carré de la vitesse sur le rayon de la trajectoire. Dernier mouvement étudié, le mouvement circulaire varié, qui correspond à une trajectoire circulaire et à une vitesse qui n'est pas constante. Le vecteur accélération dans ce cas-là n'est ni tangent ni perpendiculaire à la trajectoire, mais il est toujours dirigé vers l'intérieur de la trajectoire. Nous le décomposerons alors comme une somme de deux composantes que l'on notera vecteur AN et vecteur AT. Le vecteur AN sera le vecteur accélération normale. Sa direction est perpendiculaire à la trajectoire. Nous obtenons cette composante en faisant une projection du vecteur A sur la direction perpendiculaire à la trajectoire. Le sens du vecteur AN est alors dirigé vers le centre de la trajectoire. Et quant à sa norme, il s'agira encore du rapport de V carré sur R. En ce qui concerne l'accélération tangentielle, comme son nom l'indique, la direction de ce vecteur sera tangente à la trajectoire. Pour l'obtenir, nous effectuons donc une projection du vecteur accélération sur la direction tangente à la trajectoire. Nous observerons alors que le vecteur AT est dans le sens du mouvement, et la norme de cette composante tangentielle est égale à la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps. Nous avons alors une composante normale qui permet de dévier l'objet de sa trajectoire rectiligne, c'est-à-dire de modifier la direction du vecteur vitesse, et une composante tangentielle
qui elle va permettre de faire varier la valeur de la vitesse. Dernier paragraphe de ce chapitre 5, les lois de Newton. La première loi de Newton, qu'on appelle également le principe d'inertie, a été apprise en seconde sous la forme, dans un référentiel galiléen, un système est en mouvement rectiligne uniforme ou au repos, si et seulement si les forces qui s'exercent sur lui sont nulles ou se compensent. Cette année, vous pourrez traduire cette loi sous la forme si le vecteur vitesse est un vecteur constant, alors la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système est égale au vecteur nul et réciproquement. Deuxième des trois lois de Newton, le principe fondamental de la dynamique. Il s'énonce de la façon suivante. Dans un référentiel galiléen, la résultante des forces extérieures appliquées à un système est égale à la dérivée de son vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Vous le noterez de façon symbolique, vecteur sigma f est égal à d vecteur p sur dt. C'est cette loi qui vous semble sans doute un peu complexe aujourd'hui, qui sera à la base de la résolution de nombreux exercices cette année. Dernière des trois lois de Newton, le principe des actions réciproques. Vous le connaissez déjà, si un système A exerce une force sur le système B que l'on notera vecteur f de A sur B, alors le système B exerce une force sur le système A que l'on notera f de B sur A en vecteur, et alors le lien entre ces deux vecteurs est qu'ils sont opposés, c'est-à-dire qu'ils ont même direction, même norme, mais des sens opposés. À bientôt.